à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder ensemble le thème de la prospective, une des disciplines qui a donné son nom à notre institut. Pour ce faire, j'accueille une partie de l'équipe de prospectivistes à l'IWEPS, Frédéric Claes et Raphaël Ritondo. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Alors si nous consacrons ce numéro à la prospective, c'est qu'il y a quelques semaines d'ici, vous publiez avec vos collègues Jean-Luc Guyot et Vincent Calais sur le site internet de l'IWEPS un FAQ de la prospective. Alors pourriez-vous commencer par nous dire ce dont il s'agit exactement, Frédéric ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un FAQ ou un FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions en français ou une liste de questions fréquemment posées, si on veut rester plus proche de l'acronyme anglais, et qui porte sur la prospective, effectivement. Alors, la prospective, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est justement parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'est pas toujours simple de répondre à cette question, que le terme même de prospective peut être source de malentendus, que l'idée de ce FAQ nous est venue. Alors, on y reviendra sûrement plus tard dans ce podcast, mais en première approche, on peut dire que la prospective, c'est d'abord une démarche de recherche, d'intelligence collective, qui vise à éclairer l'action présente à la lumière de futurs possibles. Alors, une des particularités de la prospective par rapport à d'autres démarches d'anticipation, c'est qu'elle vise à intégrer le temps long, donc les futurs de long terme, dans la réflexion. Mais il ne s'agit pas du tout de prédire l'avenir. Donc, nous n'avons pas de boule de cristal. Le but de la démarche, c'est d'ouvrir vraiment le champ des possibles, d'explorer non pas le futur, mais une pluralité de futurs possibles à l'aide d'une série de méthodes qui se veulent rigoureuses et qui reposent souvent sur la participation, la mobilisation d'une grande diversité d'expertise. C'est donc l'une des missions de l'Institut, qu'on connaît peut-être parfois mieux comme un institut statistique, c'est l'autorité statistique de la région wallonne, mais qui a aussi dans ses missions, d'une part, la production de travaux d'évaluation de politique publique, et d'autre part, donc, de travaux de prospective. Alors, notre FAQ, qui nous occupe aujourd'hui, il répond à 37 questions, pour le moment, sur la prospective. Ça se présente sous forme de fiches, qui sont consultables à tout moment, sur le site web de l'Institut, et regroupés en 3 grandes thématiques de manière à faciliter la navigation. Quel genre de questions, finalement, sont traitées dans ce FAQ ? Premièrement, il y a des questions qui portent, ça de façon attendue, sur des concepts clés de la prospective, donc des notions souvent associées à la discipline. Par exemple, qu'est-ce qu'un signal faible ? Qu'est-ce qu'une tendance lourde ? Qu'est-ce qu'un scénario ? Ce sont des choses un peu mystérieuses, mais on tente d'y répondre. Cette partie du FAQ fonctionne un peu comme un lexique de la prospective. L'idée était aussi de dépasser une approche de type dictionnaire. Donc c'est pourquoi nous avons essayé non seulement de définir ces notions clés, mais aussi de donner un maximum d'éléments pour les mettre en perspective dans le but de faire comprendre leur usage, donc à quoi ils servent, de les raccrocher aux grands principes qui sous-tendent la démarche prospective, parce que c'est souvent sur la compréhension de la démarche que nous rencontrons le plus de malentendus. D'où alors l'importance des 2 autres grandes catégories thématiques de ce FAQ, que sont d'une part les fondamentaux et justement la démarche. Alors dans la catégorie fondamentaux, pour commencer par celle-là, on trouvera des questions qui essaient de cerner ce qu'est la prospective en tant que telle, et là on y reviendra sans doute aussi plus tard dans ce podcast, mais aussi de comprendre son originalité, son histoire, d'où elle vient, les questions qu'elle se pose, ses domaines d'application, comment elle se positionne par rapport à d'autres démarches d'anticipation, et notamment la prévision, avec laquelle on la confond souvent, l'analyse de risque, la gestion de crise, ou encore la futurologie, et même la science-fiction. Bref, donc quel éclairage spécifique la prospective peut nous donner quant à l'avenir, ce qu'on peut en attendre, dans quelle mesure elle peut informer, voire modifier notre attitude face à l'avenir. Et alors dans la 3e catégorie, donc la catégorie démarche, on trouve une série de questions là que nous entendions souvent. C'est là qu'on se trouve face à un FAQ réellement, donc qui vise à dissiper des idées reçues ou à clarifier certains attendus de la démarche. Donc par exemple, faut-il expert pour faire de la prospective ? Et là, la réponse est non. La prospective implique-t-elle toujours une large participation ? Et là, la réponse est également non. Faut-il toujours réaliser des scénarios en prospective ? Et là aussi, c'est non, même si les scénarios sont sûrement un moyen privilégié de mettre en forme toute cette information qu'on peut rassembler lors d'une démarche prospective. Alors il y a aussi pour cette catégorie des questions liées aux ingrédients indispensables pour mener à bien une démarche, sur les types de démarches ou encore les grandes étapes à envisager dans un projet de prospective.
Donc vous avez réparti les fiches en 3 catégories, Raphaël. Donc en fait, on a essayé de tirer le meilleur parti du support qui est choisi, qui est le site web de l'IWEPS. Donc effectivement, on a un onglet par catégorie, on peut effectuer des recherches par mots-clés, mais vraiment on a conçu ce FAQ pour que l'utilisateur puisse naviguer entre les fiches à travers un système d'hyperliens. Donc en fait, à l'intérieur de chaque fiche, à certains moments, certaines thématiques, certains aspects vont renvoyer à d'autres fiches, et les renvois sont directement dans le texte de la fiche, qui permet vraiment une navigation en réseau, et finalement à partir d'un point d'entrée qui est une question que l'utilisateur se pose, de pouvoir de question en question, d'intérêt en intérêt, créer son propre chemin et naviguer à partir du FAQ. Donc dire aussi que chaque fiche est prolongée finalement de références bibliographiques. Donc le FAQ n'est pas contenu en lui-même, mais ouvre aussi sur d'autres références qui sont pas directement uniquement ce que nous avons produit dans ce cas-ci, mais les sources sur lesquelles on s'est appuyé. En revanche, pour l'instant, ce que les FAQ ne fait pas encore, c'est répondre à des questions qui sont plus opérationnelles sur des outils, des méthodes. Donc, c'est une catégorie finalement qu'on n'a pas encore exploitée pour reprendre ce mot de catégorie. Le but n'était pas ici de fournir un manuel qui permettrait de développer un projet de prospective de A à Z, mais il s'agissait vraiment de clarifier les concepts, la démarche, les fondamentaux, parce que c'est là finalement qu'il nous semblait que il y avait le plus de malentendus et le plus de questions. À qui s'adresse finalement cet outil ? Quels sont les utilisateurs que vous imaginez pour ce FAQ ? Comme je le disais juste à l'instant, on a vraiment essayé dans une logique de réponse à des questions qu'on nous posait souvent. Donc on se rend compte que l'anticipation au sens large et la prospective en particulier suscite de plus en plus d'intérêt en fait auprès d'un public vraiment assez large, et ça se traduit concrètement par l'augmentation du nombre de services dans les administrations par exemple qui sont chargés de faire de la prospective, du nombre de cahiers des charges pour des études qui vont inclure une dimension prospective, et donc par effet boule de neige de personnes qui doivent à un moment donné mobiliser ces concepts-là, les utiliser. Et donc on a aussi souvent fait le constat qu'il y a cette volonté de mettre en œuvre une démarche du type que Fred a un petit peu esquissé précédemment, mais que cette volonté-là, elle précède vraiment la bonne compréhension finalement des principes fondamentaux de la démarche, de la nature des résultats qu'elle peut fournir et des moyens qu'elle demande, quoi. Et c'est un constat qui dépasse par ailleurs largement le cadre de l'administration. Et donc là, on s'est vraiment dit qu'il y avait matière à apporter quelque chose, et on essaie de remédier à ce problème en nous adressant finalement à tous ces acteurs de la société civile, que ce soit les administrations, entreprises, associations, qui à un moment donné se retrouvent dans cette position soit de devoir eux-mêmes réaliser une démarche de prospective, soit de devoir rédiger un cahier des charges ou commanditer une démarche de prospective. Donc l'idée, c'est que ces personnes qui doivent rapidement s'approprier la démarche puissent, en consultant les fiches dédiées, finalement comprendre ce que c'est, ce qu'il est réellement dans une situation qui justifie le recours à cette démarche, le type de résultat qu'il va pouvoir espérer obtenir, les limites de la démarche, ce qu'elle peut pas faire, et surtout les moyens dont il a besoin finalement pour obtenir les résultats qu'il espère obtenir. Donc vraiment, c'était ça le public, je veux dire, le plus direct. On a quand même également pensé à un public un peu plus large, qui est le public en fait des simples curieux, en se disant ça serait bien que nos fiches répondent aussi finalement aux questions que peuvent se poser des personnes qui ont simplement un intérêt pour l'anticipation et pour cette démarche-là. C'est pour ça qu'on a à la fois des fiches finalement qui décrivent des concepts importants pour structurer une réflexion sur l'avenir. Je pense par exemple à une fiche comme le concept de système, ou une fiche sur le concept de signal faible. Mais on a aussi des fiches qui sont assez déconnectées d'enjeux pratiques, qui apportent juste un éclairage sur l'anticipation en général, sur la posture qu'on adopte dans ce type de démarche qui vise à produire des connaissances sur le futur. Enfin, on a pensé à un public un peu plus particulier en rédigeant ces fiches. C'est celui des participants au certificat interuniversitaire en analyse prospective, le CIAP, qui est co-organisé chaque année par l'UC Louvain, l'ULiège, le CNAM et l'IWEPS.
Donc les étudiants en fait nous posent de manière récurrente un petit peu les mêmes questions et on a essayé de les traiter dans ce FAQ afin de leur fournir un support parce que c'était finalement un indicateur pour nous que c'était un peu tout le temps sur le même genre de notions ou de questions qu'on était peut-être moins clair et le moins bien compris quand on parlait de prospective. Donc on a essayé finalement de clarifier ces notions à travers toute une série de fiches afin d'aider ce public-là. Donc vous avez identifié des publics cibles pour ce FAQ. Vous avez aussi des questions qui vous venaient de manière récurrente. Et donc finalement, pourquoi vous avez fait cet exercice ? Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cet exercice ? Ça manquait ? Oui, ça manquait. En fait, l'idée de départ nous est venue dans le cadre d'une réflexion collective qu'on avait menée au sein de la cellule prospective un peu avant le Covid. On avait fait le tour de nos partenaires, donc des gens qui connaissaient la prospective, avec qui on avait travaillé dans le cadre de projets de prospective les années précédentes. Et le constat revenait souvent qu'un des obstacles à la diffusion de la prospective, c'est au fond que la discipline est mal connue. Le terme lui-même semble familier, mais il fonctionne un peu comme un faux ami. Donc on s'en fait souvent une idée qui est très différente de ce que sa pratique recouvre effectivement. Donc il y a une série de malentendus et une des vocations du FAQ, c'est d'essayer d'y remédier, de clarifier ce qu'est la prospective. Alors parmi ces malentendus les plus fréquents, on peut citer quelques éléments. Il y a d'abord l'horizon temporel qu'on se donne en prospective. Alors, on confond souvent la prospective avec la prévision, mais la prévision travaille sur des horizons de plus court terme, et souvent avec des outils plus quantitatifs. Alors que l'horizon temporel en prospective, il est rarement inférieur à 10 ans, et porte même parfois sur des futurs à 20 ou 30 ans. Alors ça peut aussi susciter une certaine méfiance, parce qu'on peut se demander ce qu'on peut dire sur le futur à des échéances aussi lointaines. Mais justement, le but n'est pas de prédire l'avenir. Donc, l'avenir, en fait, grand secret de la prospective, c'est juste un détour pour parler autrement du présent et de ce qui pourrait advenir. Alors un autre malentendu, c'est un peu le côté recette de cuisine, c'est ce qu'on attend souvent de nous. On s'imagine qu'il y a une méthode miraculeuse qui permettrait de prédire l'avenir avec un grand A. Mais en fait, l'avenir avec un grand A, ça n'existe pas. C'est pas pour ça qu'on fait la prospective. En prospective, on travaille toujours en partant de l'idée que le futur n'est pas déterminé, qu'il est pluriel, qu'il est ouvert, que même s'il y a des tendances très fortes, très structurantes, qui peuvent paraître difficiles à contrecarrer, l'avenir n'est pas déterminé. Et donc même à ce niveau, même avec une pluralité de futurs, il n'y a pas de méthode unique. Il y a une série de méthodes qui permettent d'explorer ces futurs, jamais de recette unique. Alors il y a une autre série de malentendus qui porte cette fois sur la participation, parce que c'est un aspect très important de la démarche. On ne travaille pas sur le futur tout seul dans notre coin, on travaille avec des experts, avec des acteurs concernés, des parties prenantes, des acteurs concernés par leur avenir, et qu'on accompagne dans leur réflexion. Comme la participation est aujourd'hui un leitmotiv qui se diffuse un peu partout, on s'attend à ce qu'une démarche prospective implique une large participation, alors que c'est pas nécessairement le cas, ça dépend de la configuration de chaque projet. Et donc le premier objectif de ce FAQ, qui revient notamment sur toutes ces questions, c'était de clarifier la démarche dans un document accessible à tous, sous un format portable, qui ne nécessite pas la lecture de gros manuels ou d'articles scientifiques, mais qui ne va pas non plus directement aux méthodes et aux outils. C'est un peu un dispositif intermédiaire. Alors les méthodes et les outils, c'est essentiel, mais ça ne sert à rien si on n'a pas d'abord exposé les grands principes de la démarche. Alors il y a naturellement déjà des ouvrages de ce genre, mais donc il nous semblait qu'il manquait un outil comme ce FAQ, qui soit plus immédiatement accessible, auquel on pourrait renvoyer nos publics, nos étudiants, nos partenaires, et donc au-delà toute personne intéressée par la démarche. Et alors plus largement, donc le FAQ participe de la volonté à l'IWEPS et au sein de la cellule prospective de contribuer aussi à diffuser une certaine culture de l'anticipation en Wallonie. Nous n'allons évidemment pas pouvoir aborder les 37 questions-réponses dans ce podcast, mais j'aimerais qu'on aborde quelques questions génériques. Prenons par exemple la première question de ce FAQ qui paraît toute simple, mais qui est essentielle. C'est quoi la prospective, Raphaël ? Frédéric a déjà donné beaucoup d'éléments. Je dirais que pour faire simple, c'est une démarche d'anticipation. Donc on cherche à réfléchir rigoureusement au futur possible pour informer des décisions à prendre dans le présent. Donc dans notre fiche, on a identifié plus spécifiquement 5 points qui rassemblent finalement la diversité des approches qui relèvent pour nous de la prospective.
Premièrement, ce sont des approches qui traitent de problèmes complexes et pas de problèmes techniques. Alors, ce qui caractérise un problème complexe, c'est l'incertitude radicale. Des questions telles que quels sont les futurs des exploitations de bovins en 2040 en Wallonie, ou quels seront les besoins liés au vieillissement de la population en Wallonie en 2050, c'est par nature des questions ouvertes et incertaines, parce qu'il y a une multitude de facteurs qui influencent soit les exploitations de bovins, soit les besoins des personnes âgées, et cette multitude de facteurs est en interaction. Donc on peut pas répondre à ce type de questions simplement en projetant une tendance isolée. Et à l'inverse, pour donner un exemple, une question telle que, quelles seront les voies de recours juridiques disponibles dans une situation donnée, appelle une réponse quelque part qui est claire et sans ambiguïté. La réponse peut être compliquée, mais en tout cas, elle est claire. Il s'agit d'une question purement technique. La réponse, elle se trouve dans des manuels de droit, tout simplement, et il faut faire le travail d'aller la chercher. En prospective, on s'intéresse pas à ce type de questions-là. On s'intéresse au premier type de questions, aux questions, aux problèmes complexes. Qui dit problème complexe dit finalement réalité complexe. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique de la prospective, c'est que on aborde le réel comme étant complexe et on l'aborde comme étant un système. Donc la réalité est en fait composée d'éléments qui sont en interaction. Et donc pour comprendre une situation donnée, on essaie de comprendre, de connaître et de comprendre les nombreux facteurs économiques, politiques, sociaux, technologiques, environnementaux qui vont affecter le problème et qui vont s'affecter les uns les autres pour affecter le problème. Donc pour reprendre l'exemple du vieillissement et de l'anticipation des besoins qui y sont liés, le vieillissement, c'est par essence une donnée démographique, mais on va essayer de chercher à comprendre comment cette donnée démographique-là peut par exemple avoir un impact affecter l'économie. Donc un vieillissement de la population, ça a des impacts sur la productivité, ça a des impacts sur les finances publiques, donc ça va avoir des impacts à moyen et long terme sur le niveau économique de la région. De la même façon, cette variable démographique-là, elle va avoir des impacts qu'on pourrait qualifier de plus sociaux ou sanitaires, par exemple, avec des répartitions différentes des maladies, avec par exemple des enjeux en termes de lien social, de réseau social à partir d'un certain âge. En même temps, est-ce que ces enjeux-là, en termes de santé, en termes de réseau social, vont pas être mitigés ou interrogés différemment par des évolutions technologiques, par exemple, qui vont pouvoir modifier un petit peu la nature de la façon dont ces enjeux se posent aujourd'hui. C'est comme ça qu'on essaie de réfléchir en prospective, en essayant d'identifier les éléments de ce système, comment ils entrent en interaction, et donc essayer d'avoir vraiment cette vision d'ensemble pour pouvoir produire des anticipations qui sont pertinentes. Ce qui m'amène au troisième point. Troisième dimension caractéristique de la prospective, c'est étant donné cette incertitude radicale et ces systèmes complexes, en fait, comme Fred l'a déjà dit, je pense à plusieurs reprises dans ce podcast, il n'y a pas un futur à découvrir. Mais en fait, il y a une multitude de futurs qui sont des futurs qui sont probables, possibles, plausibles, qui sont des futurs en fait à construire. Et ça, c'est vraiment une conséquence directe de cette question de l'incertitude. Donc, il est impossible de dire avec précision ce qui se passera dans 20 ou 30 ans. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qui est utile de faire, c'est de construire des narratifs qui rendent compte en fait de points de bifurcation possibles en fonction de choix qui seront posés aujourd'hui et de comment ces choix entreront en interaction ou pas avec des dynamiques qu'on peut observer actuellement. Et donc, toujours concernant le vieillissement, les choix de politique publique qu'on effectuera aujourd'hui, que ce soit des choix budgétaires, des choix de santé, des choix de soutien à l'innovation, que sais-je, vont nécessairement en fait affecter la forme que prendront les besoins des personnes âgées en 2050. Tout comme finalement les besoins des personnes âgées d'aujourd'hui, en fait, sont le produit d'une histoire. Ce qui m'amène aussi à une quatrième dimension, c'est que finalement, on comprend, il y a plusieurs futurs qui sont à construire, donc on comprend que la démarche n'est pas une démarche purement analytique, mais qu'il y a aussi une dimension d'imagination, de créativité dans les démarches de prospective. Ce qui est important, c'est que la prospective met en place créativité, mais sur base d'une méthodologie rigoureuse. Donc on produit ces narratifs de manière rigoureuse, et je pense que la méthode des scénarios qu'on utilise fréquemment illustre bien un peu cette dimension qui peut être un peu contre-intuitive entre rigueur et créativité. L'idée, c'est qu'on cherche
certes à construire des narratifs, mais c'est des narratifs qui doivent être vraiment informés par un travail de recherche et de justification des chemins qu'on décrit. Et c'est ça qui finalement leur donne leur crédibilité et leur valeur en tant qu'outil pour réfléchir à aujourd'hui et pour aider à la prise de décision. Donc la rigueur est vraiment un élément essentiel de la démarche. Et ce qui m'amène aussi tout doucement au dernier point, la dernière dimension, qui est que en fait on fait pas ce travail d'anticipation là pour la beauté du geste, par plaisir. C'est vraiment un moyen pour mieux comprendre le présent, pour enrichir, pour pouvoir produire des décisions qui sont en fait plus robustes, toujours dans ce contexte où finalement on ne sait pas exactement de quoi sera porteur l'avenir, et donc autant finalement en avoir les représentations les plus larges. Si je résume un petit peu, pour répondre à ta question Aurélie, la prospective, c'est une démarche de recherche anticipative qui traite des problèmes complexes, qui les aborde comme des systèmes, dont il est possible d'identifier des futurs possibles grâce à des méthodes rigoureuses et pour prendre de meilleures décisions aujourd'hui. Et ça sert à quoi, Frédéric ? On peut dire en fait qu'il y a 3 grands objectifs ou 3 grandes fonctions de la démarche prospective, enfin 3 grandes raisons d'en faire, si on veut. Et ces raisons ne doivent pas nécessairement être réunies pour mener la démarche, on peut en avoir qu'une des 3. Alors premièrement, c'est celle à laquelle on pense le plus, celle sur laquelle Raphaël a déjà un peu insisté, c'est une fonction stratégique. La prospective, elle vise à orienter l'action présente, à prendre des décisions plus robustes, à préparer ou informer la décision dans des situations d'incertitude, puisqu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait, surtout le futur de long terme. Un gros travail donc qu'on met dans prospective va consister à faire d'abord un diagnostic de la situation, donc un état des lieux critiques. On ne se lance pas tout de suite dans l'exploration de l'avenir. On fait d'abord une rétrospective, donc une lecture du passé et du présent, et qui sert à faciliter la compréhension des enjeux face aux décisions à prendre. Et l'idée est de se demander au cours du processus, donc non seulement ce qui peut advenir, mais aussi ce que nous pouvons faire, donc quelles sont nos capacités d'action, puis alors seulement ce que nous allons faire et comment. Donc on envisage toutes ces questions-là, mais dans un certain ordre. On ne se lance pas bille en tête dans la stratégie. On pose d'abord un certain nombre de choses. Alors cette finalité stratégique n'est pas toujours présente ou nécessaire. Donc une deuxième fonction de la prospective, et qui est tout aussi importante, c'est de baliser les futurs possibles. Donc c'est de se donner des repères pour lire autrement le présent. Donc on n'identifie pas des futurs possibles pour le plaisir de le faire, même si c'est par ailleurs tout à fait passionnant. On le fait parce que ça a une utilité intrinsèque pour orienter le regard sur le présent. Je dis, c'est un des trucs de la prospective. On a l'air de parler du futur. En fait, c'est une autre manière de parler du présent, la prospective. Donc on va identifier des tendances lourdes. On va identifier des contraintes qui pèsent sur le système, mais aussi des évolutions possibles, des ruptures, des transformations, des points de bifurcation. Donc plus généralement, ce qu'on appelle des faits porteurs d'avenir. Des signaux faibles qui paraissent encore embryonnaires au moment où on les observe, mais dont les conséquences peuvent faire évoluer tout le système. Et alors il y a une troisième fonction qui tient là au bénéfice de la prospective en termes de participation, d'intelligence collective, puisqu'on organise la confrontation de différents points de vue, d'une multiplicité d'expertises sur l'avenir. Et en faisant ça, on améliore non seulement la qualité de l'information sur un système, sur ses évolutions possibles, c'est la deuxième fonction, mais on permet aux participants une compréhension plus large des enjeux, une appropriation des différentes formes d'évolution, de changements possibles, et on leur permet aussi, au cours du processus, d'adopter finalement une attitude critique face à l'avenir et aussi face aux décisions passées. Et donc finalement, faire de la prospective, ça n'a rien à voir avec de la prédiction. Vous ne lisez pas l'avenir. Eh bien non, c'est très décevant, mais non, nous ne lisons pas l'avenir. Et paradoxalement, la prospective part même du principe opposé. L'avenir n'est pas en tant que tel connaissable. On parle souvent de connaissances sur le futur, mais le futur n'est pas écrit à l'avance, il n'est pas inéluctable, donc il ne peut pas être prédit. Il est incertain, il est ouvert, pluriel. Mais cette incertitude n'implique pas que nous soyons impuissants à agir. Le futur est à construire. Et donc le parti pris de la prospective, c'est que c'est en ouvrant à une pluralité de futurs possibles qu'on se donne une capacité d'action. Donc c'est vraiment l'originalité de la démarche, c'est cette association entre incertitude et capacité d'action. C'est pas une incertitude paralysante, c'est une incertitude qui doit libérer l'action et nous restituer un domaine de liberté pour le futur. Alors ça passe par des méthodes rigoureuses, mais qui assument aussi de faire place à l'imagination. Et c'est une imagination sous contrôle, donc on se donne des contraintes de plausibilité, de vraisemblance, de description,
Donc c'est pas non plus de la science-fiction, même si la science-fiction, la fiction en général, peuvent être utiles à la démarche prospective pour justement ouvrir un espace de possibilités pour alimenter la réflexion. Il y a même des dispositifs qui font ça expressément, mais les finalités restent très différentes, que ce soit en termes de stratégie. La finalité reste souvent l'aide à la décision, d'information ou de participation. Et donc en fait, en prospective, le processus compte souvent presque autant que le résultat final. Nous pourrions continuer à parcourir les questions du FAQ, mais on est bien entendu limité par le temps de ce podcast. Alors pour finir, peut-être quelques mots sur les suites que vous imaginez pour ce FAQ ? Donc forcément, le FAQ est amené à évoluer. On va certainement l'étoffer encore un peu au cours des prochains mois. On a encore des questions en réserve. On espérait bien atteindre déjà dans un premier temps le chiffre un peu mythique de 42, parce que comme les amateurs de science-fiction le savent, c'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Donc, une fois qu'on aura ça, on aura fait notre boulot. Hein. Et plus sérieusement, on envisage de faire circuler aussi le fax sous une forme un peu plus conventionnelle, celle d'un ouvrage imprimé. On essaierait de trouver une complémentarité finalement par rapport au format web. Et aussi une idée qu'on a, c'est de l'enrichir un petit peu en termes d'illustration, etc. Donc une dimension plus graphique, parce qu'on trouve que finalement c'est un format qui s'y prête bien. On pense que ça pourrait vraiment aussi permettre de toucher différemment nos publics. Les premiers retours qu'on a finalement par rapport à l'outil dans son ensemble sont vraiment bons, vraiment encourageants. Donc on va clairement continuer à investir dans cet outil-là et à le promouvoir et à le développer dans les années à venir. Merci. Merci Frédéric Claes et Raphaël Ritondo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre FAQ de la prospective est disponible sur le site internet de l'IWEPS via la page d'accueil et la page prospective et anticipation. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.